Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage de ceci. À l'épreuve, non, à l'épreuve de la faim, oui. Journal d'une île froide de Frédéric Exley. Je vais vous montrer le livre un petit peu parce que c'est un très beau livre. Vous voyez, ici on a le portrait de notre homme, Frédéric Exley. Et je vous montre le dos. Une belle trouvaille. Vous voyez, c'est engravé. J'avais peur de la beauté, de la laideur, d'aimer et d'être aimé. Alors, un mot sur cette petite découverte, faite il y a quelques semaines, que j'ai acheté dans une grande librairie de Montréal, centre-ville. Et l'aspect physique du livre m'avait intéressé. Et là, j'en ai lu quelques passages, j'ai redéposé le livre, j'en ai relu d'autres passages, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est l'évocation que fait Frédéric Exley de cet auteur et critique américain Edmond Wilson, à qui on doit, entre autres, Pardon aux Iroquois, un livre accablant sur le comportement des pionniers américains avec les Amérindiens, et également les Mémoires du comté d'Hécate, que j'ai lu il y a de cela un bon 25-30 ans. Et c'est à quoi l'histoire des Mémoires du comté d'Hécate? C'est un intellectuel universitaire qui tombe amoureux, si ma mémoire est bonne, d'une serveuse ou d'une caissière. Et visiblement, ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes codes sociaux, et de surcroît, il lui prête une pensée qu'elle ne possède pas. Il la part de qualité et de vertu qu'elle ne possède pas. Une sorte de clash entre un bon bourgeois et une femme d'origine prolétarienne. Je ne me souviens pas comment l'histoire se termine. Je me souviens simplement des tribulations intellectuelles du personnage principal, qui est également le narrateur, et qui se fourvoie passablement dans cette histoire. Il arrive que les intellectuels ont plus d'imagination qu'ils ne le souhaiteraient. Par ailleurs, hier, un petit échange très bref, étant donné que je tape si lentement avec Réa. Oui, il y a bien des manières de ne pas aimer les femmes. La première consiste à les traiter en objets. La seconde, à les parer justement de qualité ou de vertu inaccessible qu'aucun être humain ne possède. La femme mystérieuse, par exemple. C'est une façon qu'ont beaucoup d'hommes de garder cette femme à distance. Et un ami m'a déjà dit, parce que je lui confiais, comme je vais vous confier à l'instant, mais ça, ceux qui écoutent mes vidéos le savent déjà, j'ai grandi au milieu des femmes. Et cet ami me disait que normalement, j'aurais dû être gay avec une enfance pareille. Avec une arrière-grand-mère, grand-mère, mère, sœur, et également un grand-oncle, le frère de ma grand-mère. Ma grand-mère et sa famille ayant connu les affres de la crise de 29, ils savaient c'était quoi encore les liens familiaux nécessaires. Et cet oncle-là, Roméo, nourrissait à mon égard une jalousie absolument irrationnelle. Pour lui, j'étais l'usurpateur, le petit prince au milieu d'une assemblée de femmes.
Et donc, cet oncle, Roméo, ce grand-oncle Roméo, ne m'a pas adressé la parole pendant 5 ans. De 5 ans jusqu'à l'âge de 10 ans environ, il me boudait. Il faisait semblant que je n'existais pas. On apprend des choses tôt dans la vie. Alors, j'ai appris également à ignorer ce grand-oncle que je jugeais insignifiant et timoré parce qu'également, il a commencé à m'adresser la parole. Je vais vous raconter ici comment. Au début, fin des années 60, mon grand-oncle a commencé à regarder des revues cochonnes, genre Playboy. Et il m'envoyait aller les chercher. Non pas en bas de chez moi, rue Ontario, où il y avait un dépanneur, qui est toujours une tabagie, qui est toujours là, Pathé Robert. Et donc, il ne souhaitait pas que les propriétaires de cette tabagie fassent le lien avec lui. Et il m'envoyait chercher son Playboy dans un autre dépanneur, à un coin de rue plus loin. Et là, évidemment, la curiosité étant ce qu'elle est, je ne pouvais m'empêcher d'y jeter un coup d'œil. Et là, franchement, j'avais eu beau grandir dans un milieu que des femmes. J'étais assez affolé d'y découvrir ce que je découvrais des femmes. Évidemment, la beauté somptueuse. Et en ce temps-là, au début de la pornographie industrielle balbutiante, il y avait encore des reliquats d'érotisme, même de romantisme. Et je me disais, oh, voilà ce qui m'attend dans la vie, de rencontrer de ces êtres de chair aux formes voluptueuses, incarnés, tel était mon destin déjà. Tout ça pour vous dire, je reviens à mon Frédéric Exley, je vais vous lire un passage où justement notre homme se fait enseigner les choses de la vie par une femme qui a 10 ans plus vieux que lui. Lui, à ce moment-là, il a la vingtaine. Il a été gravement malade parce que Exley a écrit seulement 3 livres, celui-ci donc. Et il a connu une vie de barreau de chaise, de patachon, alcoolique, asile psychiatrique. Ses livres ont été accueillis favorablement par la critique, mais il n'a connu aucun succès. Et moi, je ne le connaissais absolument pas jusqu'à tout récemment. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Et là, je vais vous lire un passage un peu cru, alors, oreille avertie. Comme je disais, j'avais déjà baisé. Mais toutes les partenaires que j'avais eus étaient de mon âge. Et comme elles étaient toutes aussi inexpérimentées et incompétentes que moi, nous étions bien incapables d'évaluer nos performances. Pire, nous étions au tout début de cette monstrueuse et oppressive décennie que l'on considère curieusement à présent comme les charmantes années 50. Et je me souviens que je n'avais eu jusqu'alors que des relations furtives, trompeuses, décevantes et déplorables. Il va sans dire que ce fut différent avec Gretchen. Elle s'était mariée à 19 ans, alors qu'elle était encore à l'école d'infirmière et avait eu toutes sortes d'amants occasionnels, des aventures que Dicky tolérait lorsqu'il était en mission de par le monde. Tout ce qu'il lui demandait, c'était qu'elle lui épargne les détails. Dicky m'a dit que je pouvais baiser qui je voulais, du moment que ce n'est pas un militaire et que je ne m'étale pas sur la question. Il serait absurde de prétendre qu'à 20 ans, en 1950, je ne fus pas choqué, et profondément,
par les arrangements conjugaux de Gretchen et Dicky. Mais dans la mesure où j'étais celui qui, à présent, était installé dans cette cabane de briques et de broc à profiter des largesses du dit Dicky, copulent en toute impunité, sachant que Gretchen avait reçu l'ordre de son héroïque mari de ne pas l'embêter avec quelque chose d'aussi banal que mon nom, surtout mon nom, je ne pouvais pas m'empêcher de trouver leur accord on ne peut plus sensible et juste. Pendant une semaine, Gretchen et moi amenâmes ses robes au pressing, ses dessous à la laverie automatique, reçûmes les éventuels futurs locataires, nous étendîmes sur sur le sable, mangeâmes, dormîmes, nous douchâmes et baisâmes. Pour la première fois, je partageais le lit d'une femme avec un grand F. Et comme j'avais désespérément besoin d'être rassuré quant à ma virilité et à mes performances, et que Gretchen était merveilleusement gentille, sexuellement avertie, et qu'elle adorait le langage du sexe, était considérée sans ironie comme des démonstrations d'amour, elle ne cessa de me tranquilliser. Je vais ouvrir le petit passage. Oui, là, ben, elle lui dit qu'elle a la plus belle queue de tout l'univers, elle lui fait des compliments sans fin, le genre de choses qu'un homme quête sans relâche. Vous nous connaissez, hein? On essaie de se connaître aussi. Et là, finalement, elle passe aux aveux. Hélas. Durant la dernière nuit que nous passâmes ensemble, nous eûmes une longue et sincère conversation. Et Gretchen avoua m'avoir menti pour me faire plaisir et aborda longuement toutes sortes de sujets liés au sexe que Dong et maman m'avaient cachés. En m'enjoignant de ne pas mal prendre ce qu'elle allait dire, et surtout pas personnellement, Gretchen me promit que ses paroles me seraient utiles pour l'avenir. Elle poursuivit en me décrivant la puérilité de tous les hommes qu'elle avait connus, la manie qu'ils avaient tous de vouloir être rassurés quant à leur talent au lit, et le fait déplorable qu'ils ne comprenaient pas que si l'atmosphère, la taille du pénis et la performance avaient certes de l'importance pour une femme, toutes ces considérations la laissaient profondément indifférente à côté du besoin qu'elle ressentait d'être attirée par son partenaire. Gretchen ajouta que lorsqu'elle avait 15 ans et qu'elle était au lycée à Grand Rapids, dans le Michigan, elle avait été la voisine du joueur de foot vedette de l'école, poussée par sa mère qui voulait que celui-ci se montre courtois. Il l'avait invitée à chaque bal du lycée à danser une fois et une fois seulement avec lui. Mais si elle lui était aussi indifférente qu'une cousine laidronne, l'attirance qu'éprouvait Gretchen à son égard était telle que cette seule danse provoquait à chaque fois des orgasmes plus que gênants, à tel point qu'elle avait fini par garnir sa culotte de papier toilette avant de se rendre au bal. Laisse-moi te dire un truc, Exley. Dicky, il n'a même pas besoin de me toucher. Si je lui fais une pipe, par exemple, il jouit. Je jouis. Parfois, plusieurs fois de suite. Ça, c'est de l'attirance.
Je ne dis pas, si je pousse ta théorie jusqu'à sa conclusion logique, mademoiselle Gretchen, j'imagine que si tu y penses suffisamment longtemps, le résultat sera le même. Parce qu'à 20 ans, je ne m'exprimais pas en commençant mes phrases par des choses aussi pompeuses que si je pousse sa théorie jusqu'à sa conclusion logique, cependant avec maladresse et sans savoir de quoi je parlais, je parvins à formuler cette idée. Mais oui, Exley, tu es fantastique. Non seulement je pourrais, mais je l'ai déjà fait, et des tonnes de fois. Gretchen marqua une pause. Sa voix devint furtive. Je peux te dire un truc horrible? Les 3 premiers jours où tu étais ici avec moi, ce n'est pas à toi que j'ai fait l'amour. C'est à Dicky. Tu sais ce qui a changé tout ça? C'est le jour où on s'est occupé des préparatifs de mon voyage. Le jour où tu as fait 3 machines pour moi quand je suis allé à l'aéroport pour acheter mon billet et que tu t'es arrangé pour vendre ma voiture et que tu es passé chez le teinturier. Quand on est rentré et que j'ai vu comment tu avais bien plié tout mon linge, j'ai commencé à me dire que j'étais une sacrée salope, à t'utiliser de la sorte. Et à partir de ce moment-là, c'est à toi que j'ai fait l'amour, pas à lui. Je veux dire, si un type est assez gentil pour laver tes culottes sales, c'est la moindre générosité que de le baiser lui et pas un autre. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, t'es pas Errol Flynn, Exley, mais ça ne veut rien dire pour une femme. Tu me suis? Voilà. On repense également au film de Stanley Kubrick où Tom Cruise, un personnage interprété par Tom Cruise, découvre en une nuit divers aspects de la femme. Notre pauvre homme en ressort changé, il retourne chez lui en se disant « Ah, finalement, ce n'était donc cela. » Un film que moi, pour ma part, j'ai jugé formidable. L'atmosphère, la musique, New York la nuit. Et de découvrir, et finalement, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence, de désir, de pouvoir, de puissance. Alors, voilà, à l'épreuve de la fin, Journal d'une île froide, Frédéric Exley. Merci, bonne journée.